votre titre, c'est les nouveaux visages. Alors, on n'est peut-être pas forcément symbolique des nouveaux visages, mais sur le contentieux dans le monde post-Covid, c'est essayer de voir quelles sont les leçons à tirer à la sortie de cette crise pandémique sur le règlement et le traitement des contentieux. Juste quelques chiffres. Moi qui m'avais, enfin, alors, qui sont un peu accrocheurs, mais c'était quand on regarde au Brésil pré-pandémie, il y avait 100 millions de cas qui étaient en attente devant les tribunaux. C'était pré-pandémie. Quand on regarde ce qui s'est passé au tribunal de commerce de Paris, on a eu une chute dans un premier temps du nombre d'affaires et puis une progressive remontée. Aujourd'hui, on est à peu près au niveau en termes de contentieux qui sont devant les tribunaux de commerce, enfin devant le tribunal de commerce de Paris pour être exact, qui est remonté à son niveau pré-pandémie. Et puis les tribunaux ou les tribunaux arbitraux et notamment ICC, là on a vu une montée progressive du nombre d'affaires avec un montant record qui était en 2020 du nombre d'affaires arbitrales devant ICC et avec une montée plus lente mais une vraie montée du recours aux modes amiables ou aux services associés autres que l'arbitrage de la CCI. Donc ma première question qui s'adressera probablement effectivement à vous, Joseph, c'est quelles leçons tirer de la sortie de la crise pandémique sur le traitement et le règlement des conflits de nature économique et un peu à l'échelle globale? Merci, bonjour à toutes et à tous. Donc, ce qu'on peut dire sur le traitement du contentieux, c'est que... Merci, pardon. C'est que c'est assez contrasté parce que de mon expérience, je trouve qu'il y a deux régimes assez différents. Il y a le régime un peu collectif, c'est-à-dire toutes les politiques publiques qui ont été mises en place pour essayer d'éviter les conflits, et ça a plutôt bien marché. Et il y a le traitement des affaires individuelles où là c'est moins bon, je dirais. Alors sur le traitement collectif, c'est toutes les procédures, toutes les politiques de soutien à l'économie un peu partout dans le monde. Hein. Tout le monde a accordé des aides, tout le monde a assoupli les règles. On a assoupli la politique fiscale, la politique sociale, la politique dans tous les sens. On a même en France, on est allé jusqu'à pendant certaines périodes à geler les procédures de résiliation, les clauses résolutoires, les clauses de pénalité. Donc, et tout ça a plutôt bien marché. En droit de la concurrence, toutes les autorités de concurrence du monde ont gelé les délais, elles se sont dites ouvertes à accepter des coopérations entre entreprises, elles ont accepté les aides d'État très vite de façon et ont rejeté beaucoup de plaintes pour aides d'État parce qu'elles ont dit non, on est dans une période de crise, il faut accepter les aides d'État. Elles ont revu leur politique, notamment elles ont accepté la théorie de l'entreprise défaillante. En France, ça avait toujours été refusé. Vous avez vu la récente affaire But qui a racheté Conforama. Et là, pour la première fois en France, on a dit, de toute façon, les magasins Conforama auraient disparu à cause de la crise. Donc, peu importe que But plus Conforama, ça représente des parts de marché très importantes, on regarde même pas, puisque de toute façon, But aurait pris les parts de marché de Conforama. Donc, je dirais, toutes ces politiques collectives ont plutôt bien marché. En revanche, au niveau des affaires judiciaires, je dirais interindividuelles, ça a été moins bon, enfin, c'est mon sentiment. Alors, on mettait beaucoup d'espoir dans l'imprévision, et on se disait, l'imprévision, c'est fait pour la crise, puisque c'est des circonstances imprévisibles qui rendent maintenant l'exécution de certains contrats très onéreux. Et en pratique, dans 99% des cas, l'imprévision a été rejetée par les tribunaux, puisque soit on a dit le contrat il est antérieur au 1er octobre 2016, donc il n'y a pas d'imprévision, ou bien après le 1er octobre 2016, les parties l'ont écarté par une clause, parce que tout le monde avait tellement peur de l'imprévision qu'on a mis des clauses pour dire non, on l'écarte. Ou bien les juges ont dit, bon, vous n'avez pas écarté l'imprévision, mais votre contrat, implicitement, il l'écarte, parce que c'est un contrat à forfait. Vous avez mis une clause de révision, c'est un contrat aléatoire, c'est un contrat de swap, donc il n'y a pas d'imprévision. Ou bien on a dit, bon, ça rend le contrat peut-être plus difficile, mais pas excessivement onéreux. Ou bien
une fois que la crise a commencé, on a dit c'est plus imprévisible. On est dans la crise, donc vous pouviez le prévoir. Et donc, ou bien encore, les gens n'ont pas recouru à l'imprévision parce que ils avaient besoin d'une solution immédiate. Et l'imprévision, il faut exécuter le contrat jusqu'à la solution du juge. Donc ça dure trop longtemps. La force majeure, c'est un peu pareil. Notre ministre de l'économie avait dit la crise sanitaire, c'est un cas de force majeure, mais les juges ne l'ont pas suivi. Puisque là aussi, la force majeure, c'est très difficile à invoquer. Il faut un événement irrésistible, imprévisible, extérieur, qui rend l'exécution de l'obligation impossible. Et là, les juges ont dit, non, c'est pas impossible, c'est plus dur, mais vous pouvez exécuter. Ou bien les juges ont dit, on peut jamais invoquer la force majeure pour échapper à une obligation de paiement. Or, la plupart des obligations qui sont difficiles, ou impossibles ou difficiles à exécuter, c'est des obligations de paiement, mais ça ne la force majeure, on ne peut pas l'invoquer. Donc, alors, les seuls cas où j'ai vu la force majeure marcher en temps de crise, quasiment, c'est les clauses de force majeure étendues. Et on peut donner un exemple, c'est les litiges qu'il y a eu entre EDF et les fournisseurs alternatifs d'électricité qui achètent de l'électricité chez EDF. Ils achètent de l'électricité pas chère du tout même, c'est de l'énergie nucléaire, mais du fait de la crise, comme la consommation d'électricité a baissé de 50% en France à un moment donné, les prix ont baissé de 40%. Et donc, ils en étaient venus à acheter l'électricité plus chère chez EDF qu'ils ne pouvaient la vendre sur le marché. Ils ont essayé d'invoquer la force majeure, mais normalement, la force majeure, dans le droit commun, elle ne pouvait pas jouer. Et ils ont été sauvés parce que quelqu'un dans leur contrat a écrit la force majeure, c'est un événement extérieur irrésistible, imprévisible, qui rend impossible l'exécution de l'obligation. Bon, là, ils auraient perdu leur procès. Mais quelqu'un a rajouté dans des conditions économiques raisonnables. Et là, le juge de Paris, du tribunal de commerce, a dit c'est pas raisonnable de forcer quelqu'un à acheter de l'électricité très chère enfin relativement chère par rapport au marché et de faire des pertes s'il la revend. Oui, donc, mais c'est un cas exceptionnel. Enfin, sinon également, dans la plupart des contentieux, je dirais que la réponse de la justice dans les contentieux individuels, elle a été, souvent très lente. On n'a pas de solution, souvent pas de solution claire. Si on prend les conflits entre les bailleurs et les locataires, aujourd'hui encore, on n'a pas d'arrêt de la Cour de cassation des années après. Donc, on ne sait pas. En général, c'est quand même les bailleurs qui gagnent, mais les locataires gagnent certains procès. Mais les gens se sont dit, on peut pas, c'est trop incertain. Donc tout ça, ça encourage, comme vous l'avez dit, à des accords amiables. Donc tout le monde s'est dit, plutôt que de faire un procès dont on ne connaît pas l'issue, vaut mieux faire un accord amiable. Même chose pour les litiges entre les assureurs et les restaurateurs pour les pertes d'exploitation. Il y a des compagnies comme AXA qui avaient 1500 procès en cours, 15 000 contrats litigieux. Ils ont préféré faire un accord amiable. Dans 80% des cas, il y a eu un accord amiable. Parce que, également, certes, les restaurateurs ont gagné souvent les procès, mais pas toujours. AXA a gagné quand même 20% des procès. Donc, les gens se sont dit, c'est trop aléatoire. Et puis, AXA s'est dit aussi, je ne vais pas gérer 15 000 procès. J'en ai déjà 1500, donc il vaut plutôt transiger. Donc, c'est un peu ça, mon expérience à moi, c'est plus de transactions, effectivement, mais plus d'incertitudes et une résolution des litiges individuels qui n'est pas parfaite, quoi, par rapport au collectif qui a bien marché. Mathias, non, ça a marché. Et peut-être qu'on pourra aussi inverser l'ordre de nos... ça va venir. On pourra aussi inverser l'ordre de nos questions, parce que comme on a abordé aussi le traitement amiable des règlements des conflits, tu pourras peut-être commenter sur ce sujet, sachant qu'on parle depuis longtemps d'une progression effectivement des mardes, mais est-ce que ça arrive également enfin? Mais quelques mots de commentaire probablement. Merci beaucoup. Donc, on est à la disposition de l'animateur de notre table ronde pour l'ordre des questions, évidemment. D'abord, merci beaucoup pour l'invitation, cher Denis et cher Laure, et bravo pour cet événement très réussi, et bon anniversaire au débat du cercle
pour les 10 ans de cette belle manifestation qui permet d'échanger sur tous les sujets, et en l'occurrence de se tourner vers l'avenir et d'imaginer les différentes professions du droit dans les années qui viennent. Alors simplement un très bref complément, moi je suis très en phase avec ce qui vient d'être dit, mais peut-être un bref complément sous forme de prospective avant de parler éventuellement des modes alternatifs. Il me semble que, avec tous les risques de la prospective par définition, hein, mais il me semble que entre la pandémie et la guerre en Ukraine, nous rentrons potentiellement dans une nouvelle ère de la conflictualité politique, diplomatique, économique, et que ça impactera forcément le traitement des litiges, y compris économiques, qui nous intéressent ici, dans les années qui viennent. Pourquoi ? Parce que tout ce qu'on avait appris à connaître, qu'on a sans doute participé à construire au cours des dernières décennies, qui est une mondialisation par le droit et par les flux économiques, est brutalement remis en cause par ces différents événements, par le durcissement des relations entre les États-Unis et la Chine. Et donc il y a à la clé potentiellement un éclatement de la scène juridique internationale, avec pour les entreprises, me semble-t-il, plusieurs risques. D'abord, évidemment, le risque des sanctions, soit qu'elles soient frappées par des sanctions directement, et dans ce cas-là, on est évidemment dans la situation la plus brutale, mais soit aussi que vous souhaitiez mettre en œuvre et respecter les régimes des sanctions, et que vous vous retrouviez dans des contradictions entre la volonté de l'entreprise de respecter l'état du droit international et national et ses engagements contractuels. Là, il y aura, à mon avis, dans les années qui viennent, des litiges massifs et pour les entreprises de bonne foi, parce que des co-contractants peu scrupuleux ne se priveront pas de dire qu'en réalité, les sanctions sont invoquées uniquement pour détourner une volonté qui serait cachée de l'entreprise de se défaire de tel ou tel respect d'engagement contractuel. Donc là-dessus, à mon avis, très grande vigilance, très grande attention à avoir. Et un deuxième point très bref, c'est que cela doit conduire aussi, à mon avis, pour les directions juridiques, qui souvent le font déjà, à être encore plus positionnés comme des acteurs stratégiques au sein de l'entreprise. Parce que les années qui viennent seront des années de guerre par le droit, et d'utilisation du droit comme instrument de guerre économique et même de guerre pure et simple. Donc il y aura certainement peut-être une fonction notamment qui va augmenter, c'est le rôle de la direction juridique, on l'espère assister de ses conseils, pour... plaisante. Enfin, à moitié, à moitié. Bon, mais sur le fond, pour avoir un rôle stratégique de coordination des contentieux plurilocalisés. Parce qu'on va assister à ça aussi, c'est déjà le cas, des contentieux qui naissent un peu partout. On a d'abord l'impression que c'est le hasard, et en réalité pas du tout. Vous avez des acteurs qui vous cherchent des poux dans la tête aux quatre coins du monde. Et là, il y a un grand risque. Si la DJ n'est pas écoutée suffisamment, et si son rôle de coordonnateur stratégique n'est pas suffisamment pris en compte, à mon avis, que des contentieux soient à la fin gérés de manière sous-optimale, parce qu'on les gérera pays par pays ou région par région sans avoir l'approche globale. Et là, on peut avoir des accidents industriels lorsque on pense se battre sur un terrain et qu'en réalité une décision qu'on obtient devient totalement défavorable à la stratégie générale. Donc voilà les deux points que je voulais faire sur ce thème-là. Ça me fait penser à la on attaque à un endroit et en fait pour livrer effectivement un vrai combat juste à côté ou ailleurs. Juste parce que ça a été effectivement abordé sur la partie, si tu peux compléter peut-être sur les modes amiables, est-ce qu'on voit vraiment un essor de ces modes amiables? Parce qu'on en parle depuis longtemps. Maintenant, est-ce que c'est véritablement une voie d'avenir? Alors, là-dessus, je suis peut-être biaisé parce que je travaille énormément sur les sujets de médiation et comme avocat et dans le cadre d'Equanim International, mais ça part d'une conviction très forte qui est que nous sommes, à cause de la conflictualité que je décrivais tout à l'heure, probablement au début d'une ère d'essor très fort des modes alternatifs, en particulier de la médiation, en France, en Europe et dans le monde. Moi, je suis convaincu que la médiation va connaître dans les années qui viennent un sort comparable à celui de l'arbitrage dans l'après-guerre. Et pour plusieurs raisons. La première raison générale, j'y reviens, c'est la conflictualité. La deuxième raison, c'est que en raison de la complexification
toujours croissante des contentieux, il est de plus en plus nécessaire de pouvoir en parler dans une enceinte discrète, professionnelle, efficace, et qui a pour vocation de régler les problèmes rapidement et discrètement. Ça, il me semble que dans l'avenir, ça sera de plus en plus indispensable. Alors, ça ne veut pas du tout dire que la justice étatique et l'arbitrage vont décélérer. Je ne le crois pas. Je pense que ce sont des dynamiques complémentaires. Il y aura énormément de cas où les acteurs auront besoin d'une décision arbitrale ou judiciaire opposable pour pouvoir l'exécuter, où en réalité la transaction ne sera pas opérante. Mais il y aura aussi de plus en plus de cas où en fait la bonne approche ne sera pas procédurale, elle sera dans la discussion et dans la négociation, dans la capacité à regarder un problème dans toute sa complexité, de renouer des relations commerciales de long terme, de retrouver la confiance et d'avoir à la fois une approche évidemment conforme au droit, il ne s'agit pas de dire le contraire, mais qui intègre aussi complètement les enjeux économiques, financiers, commerciaux, humains qui peuvent exister dans un dossier. Et là-dessus, la médiation est évidemment un mode extrêmement fort. Alors, ce qu'il faut dans ce contexte-là, pour nous qui sommes ici réunis, c'est se battre pour que la place de Paris reste un lieu incontournable de ces contentieux. C'est le cas pour l'arbitrage. On est une des places majeures de l'arbitrage international dans le monde grâce à ICC, grâce à la communauté juridique, les entreprises, les directions juridiques, les cabinets d'avocats qui sont présents ici, l'université également et la doctrine, et la qualité de la justice étatique en la matière, qui ont créé au fil des ans un contexte extrêmement favorable. Mais il faut se positionner aussi sur les contentieux qui viennent. Et là-dessus, puisqu'on est avec Denis et d'autres ici très actifs, notamment à Paris Place de Droit, il faut se battre aussi parce que le monde anglo-saxon souvent est quand même assez en avance sur ces approches-là. Que ce soit à Londres, que ce soit à Washington ou ailleurs, que ce soit maintenant aussi en Asie et en particulier à Singapour. Donc la place de Paris, pour son attractivité à laquelle nous sommes tous ici très attachés, doit aussi se positionner très fortement sur ces dossiers d'avenir. Merci pour ce militantisme. Je vous ai quel est votre œil sur les modes amiables et ses vertus, Alors moi je suis un tout petit peu moins optimiste parce que bon c'est vrai que c'est très à la mode et il y a des tas de mesures qui poussent à des arrangements amiables, à éviter les procès. Comment dire, il y a les petits litiges maintenant. On dit qu'il faut une phase de conciliation obligatoire. La jurisprudence est maintenant très sévère. Dès qu'il y a une clause de conciliation préalable un peu forte, il faut la respecter, sinon la demande est irrecevable. Les juges essayent par tous les moyens à éviter les contentieux. Souvent, ça va trop loin parce que même la procédure d'appel, elle est faite maintenant pour empêcher les contentieux. C'est un peu terrible. Il y a un formalisme comment dire, et à force de vouloir empêcher les contentieux, on en crée, parce que les procédures d'appel qui sont un peu malades, elles génèrent du contentieux. Mais on vous dit aujourd'hui, si vous mettez pas dans votre déclaration RPVA tous les chefs de jugement que vous critiquez, si vous les mettez sur un formulaire annexe, vous n'avez pas fait appel. Si vous mettez pas dans le dispositif de vos dernières conclusions tous les chefs de jugement critiqués, vous n'avez pas saisi la cour. Et donc, ça donne lieu à des contentieux à répétition. Donc, je dirais, la volonté à tout prix de forcer les parties à trouver des accords amiables, je trouve que c'est pas bien, parce que je pense que toutes les voies amiables, elles vont progresser, mais peut-être un peu moins que ce que pense Mathias, parce que quand on fait un procès, les avocats, ils ont déjà tenté l'accord amiable. Oui, on a déjà tout tenté, et si on n'y est pas arrivé, bon, il y a peut-être une minorité de cas dans lesquels on peut encore y arriver, mais c'est une minorité de cas. Et très souvent, les juges, au début du procès, vous poussent à l'amiable. Lorsque vous avez plaidé pendant 2 heures, on vous dit, c'est très intéressant ce que vous avez dit, mais est-ce que vous ne voulez pas rentrer dans la phase de conciliation? Quand même, alors bien sûr, personne dit non, parce que on veut se faire bien voir du juge. Si on dit non, on se dit on va apparaître comme des mauvais coucheurs, mais très souvent on se rend compte qu'on est rentré dedans, mais dans la moitié des cas, pas
dans l'intention vraiment d'y aller. Vous voyez, donc c'est vrai, la tendance est vraie, mais je dirais que le degré de la tendance, je serais un peu moins optimiste. Je vais simplement répondre. Je disais en riant, rendez-vous dans 10 ans pour voir. Évidemment, c'est possible. Moi, il me semble, alors c'est vrai, rien n'est pire que la médiation qui est faite uniquement pour faire plaisir au juge, pour parler rapidement. Ça, je suis parfaitement d'accord. Ça n'apporte rien, ça fait perdre du temps, et il faut surtout pas aller dans une application comme ça, presque un peu bureaucratique de la médiation. Ça ferait augmenter de manière artificielle le nombre de médiations, mais en rien l'apport de la médiation au règlement des litiges. En revanche, il me semble, d'abord, il y a quand même une pression européenne depuis la directive de 2008 qui est très forte. Alors les chiffres que j'ai moi, c'est depuis cette directive une hausse de 13% des médiations au sein de l'Union européenne. Alors il est possible là-dessus, on n'a pas, il doit être quasiment impossible d'avoir d'ailleurs la part des médiations un peu artificielles comme ça que je décrivais et des vraies médiations. Mais il y a quand même une tendance, et puis il y a une nécessité aussi qui est de recentrer la justice étatique sur l'essentiel, et sur là où elle est utile, et là où elle est indispensable, et où elle est seule légitime à intervenir et à désencombrer les prétoires de toute une série de dossiers qui, en réalité, n'ont rien à y faire. Et puis un tout dernier point là-dessus, il me semble qu'il y a un vrai travail culturel à faire pour nous, avocats, directeurs juridiques, professionnels du droit, aussi pour accompagner cette transformation-là. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait une approche de place probablement là-dessus, pour éviter le dévoiement et puis encore une fois les médiations artificielles, mais aussi pour développer cette culture de la médiation qui sans doute aujourd'hui est encore un peu timide pour beaucoup de raisons, y compris certaines que vous avez décrites. Voilà, donc il y a aussi une mobilisation de place probablement à avoir sur ces dossiers-là. Une autre question qu'on avait à l'issue de cette crise pandémique, et elle est plus générale, c'est est-ce qu'on assiste en Europe continentale à une américanisation du contentieux, avec à la fois du forum shopping entre les différents États qui devient possible pour porter certaines actions, avec des tiers financeurs qui alimentent ces actions de groupe. Quel est votre regard, Joseph, sur ce sujet? Alors, c'est vrai qu'il y a la tendance, c'est certain. Bon, en sachant quand même que les droits américains et européens sont très, très différents. Et que, bon, puisque aux États-Unis, le private enforcement est beaucoup plus important, le public enforcement moins important que chez nous. Ça, c'est une grande différence. Alors, le problème, c'est que si chez nous, on fait beaucoup plus de private enforcement, mais en gardant le même niveau de public enforcement, et malheureusement, c'est ce qui est en train d'arriver dans certains domaines, en droit de la concurrence par exemple. Ça veut dire que les entreprises vont être soumises à un niveau de sanction démentiel. Et ça, il faut l'éviter, je pense. Et malheureusement, c'est la tendance en droit de la concurrence. En droit de la concurrence, vous avez l'action publique est de plus en plus sévère. Le niveau des amendes en France, par un simple jeu d'une nouvelle brochure de l'autorité, il a été multiplié par 2. Donc l'autorité de la concurrence a décidé par une simple communication de multiplier les amendes par 2. Et en même temps, tout le monde croit que en matière de concurrence, le niveau maximal c'est 10% du chiffre d'affaires mondial, mais ils ont imaginé de le faire par grief. Donc si vous avez 3 griefs, c'est 30% du chiffre d'affaires mondial. Alors ils n'osent pas encore le faire vraiment, ils y vont par petites touches, mais c'est la tendance. Alors si on rajoute en plus le système américain, ça veut dire qu'on a des dommages et intérêts en plus très élevés. C'est un peu la tendance que ça prend. Donc moi je pense que si on s'inspire du système américain, pourquoi pas? Parce que les parties privées sont efficaces et donc si elles sont peut-être plus efficaces que le système public pour mettre en jeu le droit de la concurrence. Mais dans ce cas-là, il ne faut pas en même temps augmenter les amendes autant. Vous voyez, ça c'est un gros problème. Alors après, est-ce qu'on assiste à une américanisation par les actions collectives? Un tout petit peu. Donc il y a des actions de groupe en France maintenant, mais il n'y en a pas beaucoup. Il y en a entre 20 et 25 à peu près depuis que ça a été lancé. Il y a des actions groupées, il y a des fonds
souvent des fonds anglais ou américains qui financent des actions groupées. C'est surtout des gens comme Burford Capital ou des sociétés d'assurance. Bon, donc ça commence à se faire. Bon, moi actuellement en défense, moi je fais face à 3 actions de groupe ou groupées, soit d'une association de consommateurs, soit financées par des fonds. Donc ça commence. Alors, je pense que ça marchera jamais aussi bien qu'aux États-Unis, parce que en France ou en Europe, les dommages-intérêts qu'on peut recevoir sont limités. En France, c'est le principe de réparation intégrale, donc on répare le dommage, mais pas plus. Aux États-Unis, on donne beaucoup plus. Vous voyez, une action de groupe aux États-Unis, elle est forcément beaucoup plus rentable qu'en France ou en Europe. Alors, elle est un peu plus rentable aux Pays-Bas et au Royaume-Uni, mais c'est jamais les montants américains. Donc c'est beaucoup plus difficile à financer une action de groupe ou une action groupée en France ou en Europe qu'aux États-Unis. Donc on ne sera jamais au même niveau. L'autre problème, c'est que nos mécanismes institutionnels sont moins favorables, puisque les actions de groupe en France, c'est limité à 15 associations de consommateurs dans des domaines très précis. Les actions groupées, ça peut être compliqué, il faut des mandats écrits, ayant date certaine, etc. Donc ça peut être compliqué. Un autre obstacle, c'est que moi je ressens alors moi je suis un défenseur d'entreprise par rapport à des actions de groupe ou groupées, donc je suis pas totalement objectif, mais ce que je ressens, c'est que les gens qui font des actions de groupe ou groupées se sont emparés de thèmes où ils pensaient gagner beaucoup d'argent. Et ils se sont dit, bon, on va prendre des actions où il y a des milliers ou des centaines de milliers de personnes. Le problème, quand on regarde ces actions, dans les 25 actions de groupe, il n'y en a quasiment aucune qui a marché. Irrecevables, infondées, ou bien elles sont emberlificotées, noyées dans la procédure. Alors moi j'ai un exemple récent où je défendais BMW contre la CLCV. La CLCV croyait faire une bonne affaire avec des milliers de gens, et elle disait, si BMW lance une action de rappel c'est à titre préventif, forcément c'est la reconnaissance d'un vice caché, ipso facto. Ben, ils ont perdu, première instance, appel, parce que c'est fou de dire que lancer une action de rappel au titre du principe de précaution, c'est reconnaître un vice caché ou un défaut de sécurité. Même chose, il y a des actions actuellement en cours sur les voitures. Dans les actions individuelles, les gens ont perdu 50 ou 60 fois, et quelqu'un s'imagine lancer une action groupée là-dessus. Oui, ça n'a pas de sens. Donc je pense qu'il y a un problème, c'est que il faudrait que les fonds ou les associations qui font des actions de ce type, il faudrait qu'elles choisissent mieux les thèmes. C'est un peu ça le problème. Alors après, moi je ne suis pas contre une extension des actions de groupe. Par exemple, je pense que ça serait bien de les étendre aux entreprises qui, par exemple, sont victimes des GAFAM. Parce qu'actuellement, le seul moyen qu'on a en tant qu'entreprise pour lutter contre les GAFAM, on ne va pas le faire tout seul, c'est trop compliqué. Il faut se retourner vers les associations professionnelles d'entreprises qui vont attaquer, je sais pas, Amazon par exemple, devant le tribunal de commerce. Mais ça va être compliqué. Il faut prouver l'intérêt à agir. On peut invoquer que le préjudice collectif. Si on pouvait faire une action de groupe, on pourrait prendre 2 ou 3 entreprises, il suffit de 2 d'ailleurs, pour avoir un groupe qui ait le courage d'attaquer, et après ça pourrait profiter à toutes les entreprises. Donc ça j'ai rien contre. Mais sinon, je pense que ça sera jamais la même chose qu'aux États-Unis. Mathias, sur ce sujet-là. Je suis, contrairement à vous, pas spécialiste de ces sujets, donc avec beaucoup de modestie, là aussi peut-être quelques points plutôt de prospective. Vous avez évoqué les tiers financeurs. Ça, je pense que c'est un des points qui vont probablement compter dans les années qui viennent. Je n'y reviens pas. Il y a aussi les fonds activistes auxquels beaucoup d'entre vous ont été ou seront confrontés. Ça, en termes d'américanisation, c'est assez efficace et assez redoutable. Ça suppose à l'intérieur de l'entreprise une très bonne coopération entre direction juridique et direction financière. Même si les directions financières sont souvent, en cas d'attaque de fonds activistes, très dépourvues elles-mêmes d'informations. J'ai travaillé sur quelques dossiers concernant ça, et je reconnais qu'au début, j'étais moi-même très surpris du peu d'informations dont peut, dans un premier temps, disposer une direction financière lorsque les attaques ont lieu. Sur ça, le grand enjeu,
c'est la mobilisation des autorités de régulation, et en particulier de l'autorité des marchés financiers, évidemment, pour assurer la transparence des différents acteurs. Et puis, il y a deux derniers points. D'abord, l'augmentation des contentieux asymétriques, dont vous avez parlé aussi, en particulier quand des ONG se saisissent d'un sujet, ou des consommateurs. Ça, c'est très particulier. Je pense que là-dessus, par exemple, la transaction, souvent, sera probablement quand même une clé importante. Ça peut être choquant parce que parfois il peut y avoir des campagnes de quasi dénigrement en réalité d'une entreprise, mais qui, lorsqu'elles durent, finissent quand même par porter leur effet, même si au fond elles sont soit fondées sur rien, soit très exagérées. Mais dans un monde où les réputations se détruisent à la vitesse de la lumière, probablement y aura-t-il là-dessus aussi un nouveau champ d'intervention. Alors c'est assez choquant et c'est très loin de notre culture juridique pour le coup. Cette idée de taper fort par tout moyen juridique, mais aussi communicationnel, réputationnel, etc., et ensuite d'aller en transaction. Mais là-dessus, ça va monter de fait. C'est pas du tout moi les transactions et les médiations que je trouve souhaitables, hein, mais ce risque est important. Alors tout dernier point, c'est la réponse européenne qui peut exister aussi à une partie de l'américanisation de notre droit. Et je pense en particulier à la question de l'extraterritorialité, qui est vraiment un des grands chantiers d'avenir. On est un peu loin là de la stricte procédure contentieuse, mais il me semble que la manière dont l'Union européenne s'est désormais saisie de ce sujet-là pour elle-même peser dans la mondialisation et être capable de défendre des intérêts stratégiques en adoptant des dispositifs efficaces, ça c'est indispensable. Moi j'ai, dans des fonctions antérieures, notamment en lien avec le commerce extérieur, vraiment mesuré à quel point à l'époque, hein, ça a sans doute un peu, enfin, pas sans doute, ça a un peu changé maintenant, mais les États-Unis sont en mesure de mettre en tension un système économique et même juridictionnel d'ailleurs, au service de leurs entreprises, beaucoup plus que chez nous, où quand même cette approche-là, très forte, très rapide, très massive, dont vous avez besoin dans les entreprises, est encore sans doute davantage balbutiante. Dernière question. Tient à cœur, donc je vais quand même vous la poser, mais qui est l'apport du. Est-ce que vous pensez que le numérique apporte quelque chose dans le traitement et le règlement des conflits? Et est-ce qu'on a vu à l'issue ou dans le cadre effectivement de la crise pandémique une progression de l'utilisation de ces outils numériques pour le règlement des conflits? Alors Joseph, parce que je sais que normalement c'est dans l'autre ordre qu'on avait prévu, mais comme oui, alors comment dire, le numérique, la digitalisation ont fortement progressé pendant la crise. Dans les cabinets, dans les directions juridiques, dans les tribunaux, ça c'est sûr. Hein, il a fallu travailler à distance, donc il a fallu mettre tout ça à niveau. Et c'est arrivé très vite, puisque bon, chez nous, l'activité s'est arrêtée, l'activité judiciaire s'est arrêtée du jour au lendemain. Plus d'assignation, plus rien, les tribunaux ne fonctionnaient plus. Donc les gens, ils ont bien dû continuer à travailler et ils étaient à la maison. Donc on a dû mettre en place toutes sortes de choses et ça a été la même chose un peu partout. Alors je dirais que les institutions ont plus ou moins bien réagi. Je trouve que les institutions qui ont le mieux réagi, c'est les institutions les plus décentralisées, les plus autonomes. Je prends la Cour de justice de l'Union, formidable, des audiences à distance. Maintenant, depuis récemment, on peut même voir les audiences en visio instantanément, les lectures des avocats généraux, des conclusions en visio, c'est très bien. L'autorité de la concurrence, très bien. Mise en place d'une plateforme permettant de dialoguer avec elle, tout se fait par visioconférence. On peut faire dans une opération de concentration, on peut avoir 10 visioconférences à la suite. Bien sûr, pour les state of play importants, ça sera en physique, hein, mais tout ça, c'est bien passé. Donc je dirais que, et ce que vous avez proposé dans votre rapport là, sur la digitalisation des procédures pour les tribunaux, en faisant un pilote au tribunal de commerce, c'est très bien, ça commence à venir. Alors peut-être le chantier, alors bien sûr, le gros de la justice est un peu en retard par rapport à toutes ces avancées. Hein. C'est pas aussi avancé que dans toutes ces initiatives un peu localisées à certains endroits. Mais ça progresse. Je pense que le grand chantier où les juridictions sont très très en retard par rapport aux cabinets
et aux directions juridiques, c'est la digitalisation de la production du droit. Et ça commence. Alors les plus en avance, c'est les directions juridiques et les cabinets. Ça veut dire qu'on digitalise les données et on leur applique des instruments d'intelligence artificielle. C'est-à-dire la machine apprend le langage humain et elle permet de faire des synthèses, elle permet de faire de la recherche, elle permet de faire du legal tracking, c'est-à-dire que aujourd'hui, dans un cabinet, vous avez des instruments qui permettent, vous avez des conclusions qui vous arrivent. Vous mettez ces conclusions sur une plateforme. La plateforme vous donne toutes les citations, tous les arrêts, et elle est capable de vous donner tous les arrêts en sens contraire, et toute la doctrine en sens contraire. Donc, alors ça, certains cabinets l'ont, certaines startups l'offrent. D'ailleurs, je vous invite, alors là je fais de la publicité, pas subliminale, mais vous avez un stand Vogel Digital, où on a ici présent, qui peut vous montrer la plateforme expérimentale qu'on a mis au point, qui n'est pas encore commercialisée, mais vous l'avez en avant-première, et qui a cet outil de legal tracking, et qui a un outil de legal tracking avec en plus de la doctrine, hein, ce que n'ont pas la plupart des concurrents sur le marché. Alors, les cours d'appel, certaines cours d'appel très avancées utilisent ces instruments. Je crois qu'il y a Douai et encore une autre cour d'appel, mais c'est très limité. Alors bien sûr, ça pose des problèmes, parce que si le juge commence à utiliser ces instruments, il faut qu'il le fasse de façon contradictoire. Parce que jusqu'à présent, c'est des avocats qui lui fournissent tout ça. S'il le fait lui-même, il faut qu'il réouvre les débats, à la rigueur, pour dire, mais moi j'ai quelque chose de formidable, qu'est-ce que vous en pensez, hein? Voilà, mais en tout cas, je pense qu'à la fois, on a deux chantiers, la digitalisation des procédures et la digitalisation de la production du droit. Je suis absolument en phase avec ça, et en particulier avec ce qui nous attend en termes de justice prédictive et d'intelligence artificielle, avec probablement un retard de notre place assez important, mais retard qui va être comblé, puisque Paris Place de Droit, sous l'égide de Denis Musson, qui m'a obligé à conclure mon intervention sur ça, et le professeur Bruno Defin ont publié cet excellent rapport. Non, je dis ça avec ironie, mais c'est vraiment un très très bon travail, même si je suis en conflit d'intérêts, étant moi-même impliqué à Paris Place de Droit, mais sur la numérisation de la justice, qui est un bilan extrêmement complet sur tout ce que vous avez dit, à la fois comment numériser l'ensemble de la procédure, et puis comment inventer de nouvelles manières de travailler. Et il me semble que c'est c'est des sujets différents en réalité, et qu'il faut être très offensif sur les deux, avec cette idée que la Chambre internationale du tribunal de commerce de Paris puisse être le pilote dans lequel toutes les réformes de demain seraient expérimentées, avant ensuite d'être ou non transposées en fonction de leur efficacité. Donc je pense que c'est vraiment un papier très important, une contribution très importante à la réflexion. Il y a un sujet de moyens quand même important, même si sur les 2 derniers quinquennats, il me semble qu'un effort budgétaire important a été fait sur la justice, mais quand on regarde les chiffres de la Commission européenne pour l'efficacité de la justice, qui dépend du Conseil de l'Europe, la France est à 69 € de dépenses en termes de système judiciaire par habitant, là où l'Allemagne est à 130 €, et où la moyenne européenne est à 71 ou 72 €. Donc on est en dessous de la moyenne européenne. Ce qui est quand même extrêmement préoccupant. Il ne s'agit pas de dire que tout est uniquement un sujet d'argent, mais de fait, des réformes aussi importantes, elles supposent aussi ce volontarisme-là de manière pluriannuelle. Pour le reste, totalement d'accord. 2 mots pour conclure, chacun d'entre vous, sur effectivement, on voit des nouveaux foyers là, qui se développent, qui malheureusement seront probablement des conflits supplémentaires. Mathias? Moi, j'ai pas de conclusion en particulier, si ce n'est de dire, je pense que les échanges et ensuite vos interventions confirment qu'on est dans une phase de mutation très importante et d'incertitude extrêmement importante, avec une augmentation de la médiation pertinente, comme la dernière question l'a souligné à juste raison. Et non, sinon, merci encore pour l'invitation ici, et bravo pour cette journée extrêmement riche et extrêmement féconde. Et on souhaite bien sûr au Cercle Montesquieu de continuer à œuvrer, et pour les entreprises que vous représentez et pour l'ensemble de la place.
président n'était plus là. Non, on lui dira, on le rapportera. Voilà. Non, mais je dirais même qu'on est dans une phase de disruption, je pense. Et parce que les évolutions sont formidables et naturellement, on n'a pas le choix. C'est-à-dire qu'à la fois les directions juridiques et les cabinets doivent s'adapter, parce que c'est s'adapter ou disparaître ou être hors course. Hein. Et ça va plus loin qu'une évolution, c'est disruptif. Et cette disruption, elle arrive chez nous, elle est peut-être plus difficile à s'adapter que dans d'autres secteurs parce qu'on est un secteur, une industrie très traditionnelle. Je veux dire, dans le bâtiment, ils l'ont fait depuis longtemps, hein, mais il faut le faire. Et il faut qu'on franchisse ce cap. Et naturellement, c'est très bien que le Cercle Montesquieu nous donne l'occasion d'en parler. Voilà. Et donc, vous direz à la présidente qu'on est très content. Un grand merci à vous deux, mais je crois qu'il y a aussi un acteur quand même qui est important, ou des acteurs qui sont importants, c'est soit les juges qui eux aussi doivent effectivement s'adapter et au mieux, les arbitres ou les médiateurs. Mais un grand merci à vous deux et à vous tous